Mais même quand vous dites oh, la conjoncture, c'est dur, il n'y a pas de clients, il n'y a Mais pas d'argent, tu vois ça, en fait, quand on dit la conjoncture, c'est en fait, la conjoncture prend le rôle de persécuteur, en fait. Du coup, on est dans exactement. le rôle de victime, parce qu'effectivement, ça peut être aussi des choses abstraites. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette ZMIP, Zoom Made in Physiobel du premier mercredi de chaque mois. Et j'ai vraiment le plaisir ce soir d'accueillir Catel Rapin, qui est une grande amie, qui me suit aussi dans mon parcours, puisqu'elle est professeure dans l'école de neuroesthétique avec moi. Elle a dit oui tout de suite à cette aventure. Et comme j'aime à présenter mes invités, Catel, maintenant on commence à se connaître depuis longtemps, puisqu'on a fait l'Institut des neurosciences appliquées ensemble Tout à dans la fait. même session présentielle. On a vécu, on a pleuré, on s'est C'est ça. transformés ensemble. Et je vais te laisser te présenter plus que tu exprimes toutes tes spécialités, mais qui sont nombreuses. Donc, je te laisse la parole. En tout cas, bienvenue à toi. Eh bien, je te remercie beaucoup, Florence, déjà pour cette invitation. Merci de m'accueillir sur cette SMI. Écoute, pour expliquer un petit peu, je vais essayer de dire vite fait, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'étais ostéopathe, donc j'ai aimé déjà prendre soin des gens et m'occuper d'eux. C'était un métier de cœur, un métier de passion. Malheureusement, après quelques années, j'ai eu des problèmes articulaires. Et j'ai dû faire une nouvelle, une reconversion, pardon. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue responsable administratif et financier. Et autant te dire que j'ai eu l'impression de passer du monde des bisounours au monde impitoyable de l'entreprise. Voilà, c'est un petit peu le choc des cultures, tu vois. Et j'ai été confrontée à tous les problèmes de communication au sein d'une équipe, les conflits, les choses que je ne comprenais pas, parce que c'est quelque chose que je ne voyais pas au sein de mon cabinet d'ostéopathie. Et du coup, je me suis intéressée à tout ce qui était outils de communication. Et il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, j'ai décidé de me reconvertir à nouveau pour revenir à un métier passion plus vers l'humain. Et donc j'ai fait l'INA, comme toi, l'Institut des neurosciences appliquées. Comme je voulais être toujours dans ce côté communication relationnelle, eh bien, je me suis spécialisée en Process Com, PCM, Process Communication Model, et sur un autre outil qui s'appelle Cartman Process Model. Voilà pour le truc. Et je suis à présent formatrice et coach en qualité relationnelle. Et j'ai le plaisir d'intervenir, comme tu disais, au sein de ton école pour plusieurs choses comme la communication, notamment la gestion des émotions, l'estime de soi, et différentes choses de ce genre-là. Voilà, et comme dit Eric, et sosie officiel de la nounou d'enfer. Eh oui, parce que tu es nounou aussi. Est-ce que tu peux juste reculer un petit peu parce qu'en Bien fait, sûr. voilà, je pense que au niveau de, voilà, c'est parfait comme ça, on te verra mieux en Ah fait. oui, oui, d'accord, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, tu as été très vite sur deux spécialisations qui fait vraiment, j'ai envie de dire, ta valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on a un thème ce soir et je crois que tout le monde l'attend avec grand plaisir. D'ailleurs, on a Hélène Hilliard, une neurozèbre qui est là. Coucou Hélène. Alors, coucou aux autres aussi, mais ça nous fait plaisir que tu sois sur la ZMIP. Je voudrais que tu expliques un petit peu plus, sans rentrer dans le détail, mais ce que c'est que la ProcessCom et le Karpman Model, parce que c'est vraiment tes spécialisé. Tu as vraiment passé des certifications là-dessus, comme moi, j'ai fait un peu la neurobiologie. Enfin, on a chacun nos spécialités. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que Oui. c'est, pourquoi ça va apporter vraiment des choses sur comment gérer nos clients difficiles? Pourquoi c'est important ces deux aspects-là sur lesquels tu t'es spécialisé? Oui, bien sûr. Alors, je vais d'abord te présenter donc, ce qu'on appelle PCM, Process Communication Model ou ProcessCom. Je dis les trois noms, donc voilà, c'est possible vraiment que je dise les trois. C'est un outil de communication et de connaissance de soi, parce qu'on part du principe que plus on se connaît soi, mieux on comprend les autres et mieux on arrive à communiquer avec eux. Et du coup, c'est un outil qui est basé sur le fait qu'on a 6 types de personnalités qui existent, qu'on a tout en nous, que c'est plus ou moins développé et que ce qui est le plus développé est ce qu'on appelle la base et on va parler avec cette base et on va utiliser un champ lexical, des mots particuliers en fonction de ça
Et parfois, peut-être que si on ne s'entend pas avec certaines personnes, c'est parce qu'elles sont à l'opposé de nous et qu'elles utilisent un langage différent. C'est un peu comme s'il y avait 6 langues et on ne sait pas comment communiquer avec elles. Et le fait d'apprendre à se servir de cet outil, eh bien, ça permet d'améliorer les relations puisqu'on comprend mieux ce qui se passe avec les autres. Donc, j'aime beaucoup cet outil. Je l'utilise quotidiennement, autant à titre professionnel qu'à titre personnel, parce que ça a fortement aussi, à titre personnel, changé ma relation avec mon fils, par exemple. Tu vois. Et j'accompagne les personnes sur ça. J'ai un deuxième outil qui est le Karpman Process Model. Il est peut-être moins connu. Il est basé sur le triangle de Karpman, qui est peut-être plus connu. Et quand on parle du triangle de Karpman, c'est avec persécuteur, sauveur, victime. Et là, ça va être tous les enjeux des conflits. Eh ben, on va justement y venir puisque le sujet de la Zoom qu'on avait envie de faire avec vous et avec toi ce soir, c'est comment gérer les clients difficiles, pour pas dire chiantes, les clients qui vont peut-être, on va avoir cette sensation qu'elles nous parlent mal, etc. D'ailleurs, dites-nous dans le chat, et puis Eric va relayer ce qui se dit sur Facebook parce que comme d'habitude, je n'ai pas les commentaires Facebook. Pourquoi, là tu as commencé à en parler un petit peu, des fois on a une perception qu'on a une cliente qui arrive, d'ailleurs, est-ce qu'il y a différents types de clientes difficiles? J'ai envie de commencer par là. On peut commencer par là, effectivement. Je vais me baser un peu du coup sur le KPM, Karpman Process Model, pour t'expliquer. Il peut y avoir par exemple des personnes qui vont être, comment dire, dans l'agressivité, qui peuvent faire preuve d'agressivité. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont être hostiles ou critiques de façon gratuite, on va dire, d'accord, pas forcément constructive. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui va attaquer ou qui peut intimider ou ironiser. D'accord, voilà, ce genre de type de personne qui ne sera pas forcément agréable. Alors, attends, excuse-moi, je te coupe Ouais, deux secondes. Dites-nous les filles qui a ce genre de profil dans sa clientèle, c'est-à-dire la cliente qui est agressive, donc tu disais qui manie l'ironique. Qui peut être ironique, sarcastique, qui peut être menaçante aussi parfois, qui peut rabaisser peut-être, tu vois, ce genre de choses où tu vois voilà, qui va faire des remarques mais sans ménagement. Tu vois, ce style de choses. Les esthéticiennes, elles ont du mal avec ce genre-là parce que c'est des petits faits plaisir et là, quand on leur fait mal, c'est difficile. Hein, Exactement. Voilà, ben justement, voilà, ou des remarques désobligeantes, tu vois, toutes ces petites choses-là, les réflexions désagréables, tout ça, ça va être. Il y a un rôle, en fait, dans justement le triangle de Karpman qui va avoir tendance, enfin, que certaines personnes vont jouer de temps en temps. Et en fait, généralement, c'est qu'elles vont dans le rôle de persécuteur. D'accord. Alors, le terme est assez violent. Mais toujours se dire qu'en fait, justement, c'est un rôle, c'est pas une personne. D'accord. Bien détacher ça du fait que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle rentre dans ce rôle. Mais c'est vrai que quand on est en face, c'est très désagréable. Il y en a, tu vois, Élise, elle dit, moi, je l'ai virée, cette persécutrice. Aurélie dit, j'en ai toujours une qui a toujours un commentaire à faire. Alors, je te lis des commentaires, je ne sais pas si tu les vois. À Noël, elle réclame son cadeau de fin d'année. Les produits sont toujours chers. Si je fais une formation, elle trouve que normal que je reçoive des cadeaux. Quand je prends des congés, elle fait toujours des commentaires. Enfin, bref, elle a toujours un truc à dire. D'accord. Alors, avant de trouver des solutions, on va peut-être expliquer les autres clientes qui peuvent être pénibles aussi. Celle-là, c'est la persécutrice et c'est celle qui nous prend un peu de haut, en tout cas. Tout à fait. Généralement, la personne va être assez condescendante. Alors, attention, je me permets de te corriger. On ne dit pas persécutrice, on dit qu'elle prend le rôle de persécuteur. C'est un truc important. Parce qu'en fait, c'est justement pour bien se rappeler que c'est un rôle et que ce n'est pas une personne. Oui, c'est très bien. Tu as raison de me reprendre. Voilà. Et tu sais, comme je suis accréditée sur le... J'ai besoin de... Voilà. Que ce soit le bon. Ces clients prennent le rôle de persécuteur et prennent justement, veulent avoir cette position de position haute qu'on dit, où elles vont rabaisser les gens. Ouais. Tu veux peut-être des exemples? Oui. Ce que les personnes peuvent dire. Ça peut être du genre, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous racontez, tu vois, avec un air un petit peu. Ah ouais, c'est votre façon de gérer les clients. Ok, tu vois, ça va être des choses un peu comme ça. Vous ne devez pas avoir beaucoup de clientes, alors tu vois, des choses de genre là.
Qu'est-ce que la personne peut dire d'autre? Je ne sais pas, est-ce que justement... Elle pourrait dire en fait quand elle demande un rendez-vous et que oui effectivement quand tu proposes, enfin ou alors que tu dis, enfin que tu proposes un rendez-vous effectivement ah bah vous pouvez me prendre maintenant, enfin vous me prenez maintenant, elle veut un rendez-vous tout de suite et Déjà en plus. limite c'est bah, vous avez de la place forcément pour moi parce que de toute façon vous avez que ça à faire quoi en gros. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pareil. C'est le côté un petit peu condescendant comme ça, ou c'est des choses du genre réfléchissez un peu 2 secondes avant de parler. Tu vois, ce genre de petites phrases. Si Ouais. vous aviez écouté ce que je vous avais dit, tu vois, toutes ces petites phrases sympathiques. Aurélie dit, celles qui nous remettent en question nos compétences par rapport à notre simple profil d'esthéticienne. Moi, je suis, ah bon, vous savez ça, vous, parce que vous êtes une Ouais. esthéticienne. Ça, typiquement, oui, c'est ça. Une fois, j'avais une cliente qui était, alors, malheureusement, mon employé à ce moment-là était en retard et donc c'était au mois d'août, il y avait beaucoup de monde et c'était une apprentie qui commençait, donc elle avait pris un peu de retard et donc du coup, je me suis permise donc de faire patienter ma cliente parce que cette dame l'a prise de haut, typiquement, voilà. Et quand je suis arrivée dans la cabine, elle dit oui, parce que moi, je travaille avec le Premier ministre, donc il est hors de question que j'attende, voilà. Donc, je me suis permise de la remettre à sa place, parce que vous êtes une simple esthéticienne, donc je lui ai fait... Typiquement, voilà, Oui, bah, c'est ça. Bah, c'est voilà, très condescendant. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle de persécuteur. Donc, les filles, vous l'avez bien défini, vous visualisez la joie, il y a des commentaires, elles visualisent très bien dans leur Très bien. clientèle le Un rôle. rôle que j'aime bien dire pour ceux qui auraient vu, c'est Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada. Oui, typiquement, voilà. Elle le joue super bien, vraiment, c'est vraiment super bien. Voilà. Donc, du coup, le deuxième rôle, parce qu'apparemment, il y a d'autres rôles qui peuvent être Exactement. pénibles à gérer dans notre clientèle. Tout Vas-y. à fait. Il va y avoir le rôle de sauveur. Et là, la personne, en fait, elle va confondre le fait de voler au secours avec le fait de quelqu'un qui n'a rien demandé, avec le fait d'aider quelqu'un qui a demandé de l'aide. Alors là, ça va être la personne qui va venir vous aider alors que vous n'avez rien demandé, qui va vous faire donner des conseils alors que vous n'avez rien demandé, qui va être peut-être intrusive dans votre façon de faire, dans votre façon de travailler, peut-être même qu'elle saura mieux que vous comment vous devriez faire l'épilation, peut-être, je ne sais pas, tu vois, ça va être ce genre de choses. Elle va essayer de rendre aussi des services peut-être qui vous paraissent trop généreux. D'accord? Dans la mesure où vous êtes mal à l'aise par rapport à ça, ça peut être, en fait, elle cherche à vous sauver d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ça va avoir aussi tendance à faire des compromis, voire des sacrifices. Alors, peut-être que vous en avez moins dans les clientes, ça peut être, voilà. Mais bon, effectivement, on a tendance à dire à l'autre ce qu'il devrait faire. Ça, peut-être que vous en avez quelques-unes. Voilà, ça va être. Alors là, il y en a qui voient bien les adjointes au maire, les femmes politiques, etc. Alors, Myriam dit, j'ai surtout des clientes qui, malgré les rappels, zappent les rendez-vous et qui ne comprennent pas les délais parfois longs. La plupart du temps, des touristes qui veulent des rendez-vous immédiatement, c'est urgent, plutôt égocentrique. Donc là, bah, je ne sais pas sur Là, quel... pour le coup, si je peux me permettre, parce que du coup, j'accompagne aussi des esthéticiennes qui ont ce type de problématique. En général, c'est un problème de posture personnelle, savoir dire non et poser ses limites. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le Cartman Process Model, mais quoique si, c'est aussi le côté savoir poser ses limites. Souvent, moi, ce que je dis à mes stagiaires, et Myriam prend ça, c'est quand l'univers te teste et qu'il y a un comportement qui est récurrent et qui te choque, moi, j'ai tendance à dire que l'univers te teste pour que tu poses tes limites et que tu dises enfin stop à ce genre de pratique. Donc, c'est un petit test, l'univers est taquin. Donc, il faut que tu te mettes à t'imposer et à savoir dire non. Mais tout à fait. Donc, le rôle de sauveuse, effectivement, ça peut être le genre de cliente qui va dire, en fait, qui arrive dans la cabine, parce que moi, je l'ai déjà vécu, qui commence à ranger ou réaménager, en fait, tu vois, et qui a l'impression qu'elles sont chez elle et dit, ah oui, mais ce serait mieux que ce soit comme ça, etc. Alors que, voilà. Ça va être laissez-moi faire, je vais le faire, ce sera mieux fait, limite. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième rôle. Alors, on l'a moins développé que le rôle de persécuteur qui viennent nous voir. Et le troisième qu'on peut avoir comme client difficile, ça
Tu veux pas d'exemple de... Bien sûr, excuse-moi, Non, Félicie. mais non, mais je sais pas. Des exemples de phrases, donc c'est justement un peu comme tu disais, laissez-moi faire, voilà. Ou vous inquiétez pas, vous étiez en retard, mais c'est pas grave, mais elle excuse presque trop facilement, tu vois, un truc comme ça. Ou effectivement, les bons conseils surtout et n'importe quoi, ou elle va vous couvrir pour quelque chose. Alors là, dans le cas des clients, c'est peut-être comme moins euh, frappant, mais voilà. Bah, Ouais. là, Aurélie te dit, quand j'ai commencé, j'en avais une qui venait faire saison et qui m'a dit, c'est bien que je vienne, grâce à moi, vous pouvez vous entraîner. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Connaissant Aurélie, ça a dû un peu l'irriter. Mais voilà, c'est ça. C'est bon, grâce à elle, bah oui, elle est sauveuse. Hein, bah, tu peux t'entraîner à développer ta. Le rôle de sauveur. Attention, attention. Et effectivement, et deux choses aussi, hein, parce que souvent, je le vois j'ai ce type de profil, ça peut être aussi vous, en tant qu'esthéticienne. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vouloir parfois sauver vos clientes? On en reparlera un petit peu après, mais Oh, qu'a-t-elle jamais elle ferait ça, les ouais, ouais. esthéticiennes. Je dis Jamais. ça, voilà. Je dis rien. On en reparle peut-être un peu après. Et juste comme modèle comme ça, alors après, il faut que les gens aient vu le film, ça va être Amélie Paulin. Tu sais, quand elle essaye d'arranger des choses pour tout le monde, il y a des gens qui n'ont rien demandé. Et là, clairement, elle est à fond en puissance 15 dans le rôle de sauveur, ouais, tu vois, par exemple. Tout à fait, c'est vrai. Ah oui, c'est un très bon exemple. Ouais, tu vois, ça leur parle beaucoup d'être dans le rôle de sauveuse, d'être Voilà, dans parce le que, rôle de sauveuse. voilà, c'est ça, Donc, sauveur. donc voilà. Et du coup, le troisième profil qui peut être Ouais. pénible aussi dans notre. Troisième rôle, donc alors qu'on va appeler rôle de victime, là, il va avoir tendance à confondre le fait de se plaindre au lieu de faire des demandes. C'est-à-dire que il va être dans la plainte. Alors là, je pense que vous avez beaucoup de clientes comme ça, qui vont être beaucoup dans la plainte, sans faire de demandes précises, ou alors, comment dire, qui vont s'auto-apitoyer, qui vont se dévaloriser, qui vont se focaliser davantage sur les trucs qu'ils n'arrivent pas à faire plutôt que ce qu'ils arrivent à faire. Euh, voilà, qui se sentent pas responsables de leurs actes, que tout leur arrive et tu vois, c'est ce genre de choses. Là, on peut parler de victimisation, par exemple. Et très clairement, là, vous avez énormément de clientes que vous allez vous reconnaître dans votre clientèle. C'est Madame Tartampion qui arrive, qui dit ah, vous ne savez pas ce qui m'est encore arrivé, mais c'est triste. Et puis qui passe 1 heure et qui vous met en retard pour la cliente suivante parce qu'elle s'étale, parce qu'elle adore raconter ses malheurs, parce qu'elle veut que vous la plaigniez. Et qui d'entre Exactement. vous plaignent leur cliente? Exactement. Comme en plus, j'imagine qu'elles ont, pour une grande partie sans doute, ont tendance à prendre le rôle de sauveur. Si en plus elles ont des personnes qui se mettent dans le rôle de victime en face, alors là, c'est une sorte de boucle un peu difficile à sortir. Et effectivement, je vois nos Calimero. Exactement. Un exemple que j'allais donner, c'est Calimero. Ça va être vraiment trop pas juste. Pas juste. Et là, voilà, c'est les personnes qui vont pouvoir dire du genre j'en ai marre, je comprends rien à rien, décidément, je suis bonne qu'à dire des idioties, tu vois, des choses de ce genre-là. Et dit Catel, est-ce que j'ai raison quand je regarde, je les regarde droit dans les yeux en disant oui, tu as raison. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure technique. Peut-être que quand tu fais ça, tu Pour toi, passes ça dans le marche bien. rôle Après, elles arrêtent de d'écouteur, râler. par exemple, tu vois. Mais c'est bien, au moins, on a des cas pratiques, merci. Mais non, 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 ça va pas leur faire plaisir et ça va pas faire rebondir. Mais effectivement, donc Sarah dit, j'avoue que moi, je fais l'après ça et je n'écoute plus, je dis oui, oui. Est-ce que d'ailleurs, on va parler des comportements justement à mettre en place, mais est-ce que maintenant, j'ai envie de vous poser comme question, est-ce que vous vous reconnaissez? Parce que nous aussi, quand on n'a pas travaillé sur soi, on est aussi dans ce triangle de Karpman. Et est-ce que vous n'avez pas tendance des fois à être du côté du rôle de persécuteur ou de victime ou de Sauveur. sauveur, pardon. Est-ce que vous-même, vous sentez l'âme d'avoir ce rôle de temps en temps? Parce que tant qu'on n'a pas travaillé dessus, on est un petit peu. Voilà. On aura plus facilement tendance à aller du coup dans le triangle et à réagir face à quelqu'un. Parce qu'effectivement, il y a deux choses. C'est notre tendance à jouer les rôles. Et alors après, là, on l'a déjà vu aussi, c'est notre tendance à être activé quand quelqu'un joue un rôle. Hmm.
Et du coup, comment ça se met en place, tiens, Catel? Qu'est-ce que tu expliquerais? Parce que là, tu vois, il y en a qui disent je suis sauveuse. Enfin, je Sauveur. suis Je dans prends le le, rôle de sauveur. d'accord, je suis dans le rôle de sauveur et de victime. Bon, Eric dit qu'il joue à persécuter Catel, mais ça, il sait. J'ai l'habitude. C'est bon, Eric, t'inquiète. Euh, C'est une forme joue le rôle de l'oreille. Alors, de l'oreille, c'est-à-dire qu'elle écoute. c'est qu'elle écoute, oui, Et oui. c'est bien, ça peut être une technique effectivement efficace pour ça, ça dépend. Ok. Voilà. Et, J'ai une question sur l'oreille. C'est l'oreille qui écoute vraiment ou l'oreille qui dit oui, 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 oui. Ah, Oh, un oui, éléphant rose qui il va vole. y Oui, avoir oui. plusieurs choses effectivement. Ok, donc, donc comment on peut faire pour sortir, enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux esthéticiennes qui, voilà, ça y est, je pense qu'elles visualisent tel ou tel client, là, tu as bien posé le cadre. Comment on gère ça, d'ailleurs? alors comment on gère ça? Déjà, la première bonne étape, c'est effectivement de repérer le rôle qui est joué en face. D'accord? Justement, s'il y a un rôle joué en face, c'est quoi ce rôle? D'accord? Et qu'est-ce que, en vous, quelle sensibilité ça a mis? Qu'est-ce que peut-être vous avez justement joué le rôle de sauveur ou de persécuteur et ça a activé chez l'autre? Souvent, c'est un peu des deux. D'accord? C'est rarement que l'un ou que l'autre parce que des fois, il y en a qui peuvent lancer ce qu'on appelle un hameçon. Un hameçon, tu vois, c'est en fait, tu essayes d'attraper l'autre. Mhm. Et en fait, voilà. Une fois, attends, je vais te faire un truc, c'est très visuel. Une Ouais. fois que tu as un fond dans la bouche, tu n'arrives plus à parler, tu n'arrives plus à réfléchir. D'accord? Ben, c'est exactement ça. C'est ce que je leur dis souvent, c'est la question piège, tu sais, c'est tu arrives, ta Madame Tartampion, tu sais que c'est une victime qui elle se plaint, et tu arrives en disant, ben alors comment allez-vous, Madame Tartampion? Et schlac, ça c'est le bon Et accent. là, tu as donné l'ouverture pour justement, ça ne va pas. Le truc comme ça. Voilà, on l'harponne bien comme ça. Et donc les questions pièges, là c'est la question Gaston Lagaffe, tu vois, c'est celle que tu ne dois pas poser pour appuyer sur le bouton chez ta cliente, quoi. Exactement. C'est vrai qu'on a envie de demander aux clientes comment elles vont, et c'est normal, mais après, il faut gérer si justement elles partent dans ce rôle de victime et qu'elles commencent à s'épancher. Donc, ouais, déjà, il va y avoir. Du coup, tu veux que je te donne des petits tips pour savoir comment gérer les personnes? Est-ce que vous voulez savoir, les filles? Dites-nous, parce que En bon, fonction du rôle. plein de choses. Oui, ça y est, tu les as pu. Il y a des oui, là je vois les oui, ouais. Voilà. Donc, Ok. alors, comment on fait pour une cliente? Ben voilà, Madame Tartampion, on a fait la question qu'il fallait pas, et schlac, on rentre dans son rôle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Voilà. elle est rentrée dans le rôle de victime. Alors, voilà, il faut savoir, ça paraît bizarre, mais en fait, derrière chacun des rôles, il y a une intention positive. Et l'idée, c'est d'essayer de se concentrer sur cette fameuse intention positive. Alors là, comme ça, est-ce que vous avez une idée? Bon, je lance comme ça, c'est pas toujours évident, parce que là, on le fait en version courte. Est-ce que vous avez une idée de quelle pourrait être cette intention positive pour quelqu'un qui prend le rôle de victime? Est-ce que vous avez une idée? Ah ben on va voir, on va voir ce qu'elles vont dire. C'est vraiment important, effectivement. Tu as raison de souligner cette attention positive, même quand quelqu'un fait quelque chose, une action. Alors, je digresse un peu le temps qu'elle nous partage leur réponse. Quelqu'un qui vous fait quelque chose qui vous heurte, il ne faut pas penser que la personne en face est malveillante. En fait, elle fait toujours les choses par rapport à elle et par rapport à son besoin profond. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, Aurélie te dit non, Amélie te dit être écoutée, le partage d'expérience, décomplexer la personne en face, lui donner une corde. Bon, Hélène, tu es pas Ouais, très je l'ai vu cela. Bravo, hein. Hélène, pourtant tu es une neuro, toi, donc voilà, mais t'es en joie ce soir. Vous êtes jolie et je comprends ce que vous me dites, mais vous faites les choses bien et continuez à avancer. Chaque petit pas est une avancée. Ah, alors, euh, Alors, bah écoute, moi, je te propose de donner mon secret, comme ça. Donc, en fait, la personne, elle souffre manifestement et elle a besoin de partager ses difficultés, d'exprimer sa vulnérabilité. Donc, va vous paraître très contre-intuitif, mais en fait, dans une certaine mesure, il faut lui dire bravo. Alors, pas bravo d'être au bord du suicide ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais bravo d'être capable de partager sa vulnérabilité, parce que ce n'est pas donné à tout le monde et lui proposer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour avancer. Et surtout,
ne pas lui proposer nous-mêmes des solutions. Ce qu'on voit beaucoup en coaching, n'est-ce pas? C'est qu'en coaching, on ne donne pas les solutions aux personnes, on les invite à trouver elles-mêmes leurs solutions. Et Exactement, ça c'est vraiment important. La neuroesthétique, le coach ne donne jamais de solution. Il est là pour poser des questions et faire prendre conscience. Et effectivement, bon, Sarah dit si elle avance suffisamment, elle peut tomber dans le précipice. Et on a des taquines hein, ce soir. Hein, oui, c'est ça, effectivement, elles sont un humour particulier. Elles sont remontées. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est bravo d'exposer la vulnérabilité. En fait, c'est de leur donner la reconnaissance de leur être, en fait. Parce que quand on est victime, c'est simplement parce enfin, Souvent, on peut manquer de reconnaissance derrière aussi, effectivement. C'est ça, j'ai besoin d'être reconnue dans mon être même et donc vous accueillez. Alors l'idée, c'est pas de la faire s'épancher parce que tu as dit tout de suite que la deuxième chose à faire, c'était de passer à l'action, enfin de leur faire. De faire en sorte que ce soit la personne qui trouve ces solutions ou qu'elle demande de l'aide réelle. Par exemple, moi, je donne l'exemple de mon mari tout en temps qui fait « Oh là là, je sais pas comment fonctionne la machine ». Ça, c'est pareil, c'est un petit hameçon. Avant, j'aurais fait « J'arrive !» Tu vois, il y a Wonder Woman derrière, je sais pas si tu vois. Parce que moi, j'étais bien dans ce cas-là. Moi, je prenais bien le rôle de sauveur. Et l'idée, c'est justement de se dire non, non, je n'aide pas tant que la personne ne fait pas de demande claire. Et du coup, tu dis tu as besoin de quelque chose? Et là, il me dit ah oui, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Ok, moi j'interviens et il ne sait pas faire. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. Donc ça, c'est vraiment important, les filles. Et ça, on va s'arrêter sur cette grande solution que vous avez donnée, Catel. C'est on accueille, on félicite la cliente qui se plaint, qui se livre pour sa vulnérabilité, non pas sur le fait que... Et on ne dit pas, oh ma pauvre dame, vous avez... On ne la plaint pas. On la félicite de la capacité à exprimer sa vulnérabilité. Ce n'est pas du tout la même chose, d'accord? Exactement. Donc, ça, c'est super important, les filles. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, c'est à quoi vous avez pensé pour vous sortir de cette situation? C'est-à-dire, alors, Lauriane dit lui proposer un psy. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au psy. Hein, faire un coaching de neuroesthétique, ça suffit. Ou même vous, même si vous ne voulez pas rentrer dans cette phase de coaching, c'est se dire, à quoi vous avez pensé pour vous en sortir? Juste ça, et après, faire silence. Et laisser la cliente. J'ai vu qu'il y a Aurélie Danty, je ne sais pas si je comprends bien, qui dit « Je trouve courageux de se confier ». Et super phrase. Nickel. Ah, mais d'ailleurs, Aurélie est une prochaine neurococcinelle. Ah, ben voilà, super. Elle commence la session de neuroesthétique avec nous au mois de novembre. Et tu vois, elle est déjà dans le process. Ouais, super, bravo. Parce que c'est rare que les gens trouvent une bonne phrase comme ça dès le début. Parmi les exercices que je fais faire, il y a trouver des phrases. Et là, bravo, elle est super, celle-là. Donc, tu la gardes, Aurélie, tu la notes. Donc voilà, et c'est pas proposer de faire, Lauriane, proposer de se faire accompagner par un pro, souvent un coach, un psy, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est encore une solution. C'est déjà un conseil qu'on donne, oui. C'est un conseil. Peut-être que la personne en aura besoin, mais c'est pas nous qui devons lui soumettre ça. Voilà. Alors, il y a une technique quand même, ça va être de demander est-ce que tu veux un de mes conseils ou est-ce que le fait de proposer dans ces cas-là, mais en forme de question. Mais si vous donnez des conseils directs sans que la personne ait fait de vraies demandes claires, c'est là vous l'entretenez dans son rôle de victime. Et vous prenez le rôle de sauveur. Tout à fait. Donc, attention, vous rentrez dans le triangle de Karpman. Quand vous êtes dans la phase de conseil et de proposition, les filles, vous prenez cette posture de sauveur. J'ai le droit de dire posture, hein. Vous voulez bien? Posture, c'est bon. C'est juste pour dire sauveur au masculin. J'ai tendance à faire des raccourcis qui ne sont pas forcément appropriés des fois. Et du coup, ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas lui proposer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est poser des questions. C'est de dire, après, ah ouais, mais non, je ne connais rien, je n'ai pas de solution. Là, est-ce que vous m'autorisez à vous proposer une solution? Mais ce n'est pas à vous de la proposer directement. Ça, c'est un peu comme la personne qui rentre dans votre institut et qui se met à ranger en disant ton agencement, il serait mieux comme ça. Et non, tu lui as rien demandé. Votre cliente, en fait, quand elle se plaint, elle ne vous demande pas de solution. Ce qu'elle aime, c'est se plaindre. La personne qui joue le rôle de la victime, c'est ouin, 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 calimero. Et en fait, vous pouvez
j'ai envie de dire, donner tous les conseils du monde, elle n'écoutera pas puisque son rôle, là où elle prend son ampleur, c'est dans la victimisation, en fait. Et donc, ça va être important justement de s'en rendre compte et de ne pas tomber dedans, parce que savoir un petit peu, on peut perdre beaucoup d'énergie en fait à entretenir quelqu'un qui est dans ce rôle de victime. C'est un petit peu ce qu'on appelle des fois les vampires énergétiques, tu vois. Et on peut dépenser beaucoup d'énergie à essayer d'aider quelqu'un qui finalement a peut-être pas vraiment envie d'être sauvé. Et souvent, vous me dites, enfin, et toi, je sais aussi, maintenant, tu côtoies beaucoup d'esthéticiennes de par l'école de neuro. Vous me dites, ah, je suis épuisée, elles m'ont épuisée. C'est parce que vous avez entretenu ce rôle de victime chez les clientes et vous avez pris ce rôle de sauveuse à donner des conseils, donner. Souvent, vous me dites, ah, mais je donne tellement et on me prend tellement. En fait, c'est parce que là, vous prenez ce rôle de sauveur qui vous épuise, en fait, les filles. Est-ce que ça vous parle? Dites-nous. Tellement. Donc, ça, c'est un super conseil. Je pense que là, si vous l'appliquez, les filles, déjà, ça, c'est pour vos clientes victimes qui jouent le rôle de victime. Voilà. L'autre rôle, la cliente qui est sauveuse, qui prend le rôle de sauveuse, avant de passer sur la persécutrice qui, elle, je sais qu'elle elle hérisse le poil. Exactement. Alors, du coup, dans le rôle de sauveur, donc pareil, première chose, repérer, est-ce que la personne vient m'aider alors que j'ai rien demandé? Est-ce qu'elle vole à me secours alors que, voilà, donc ça, c'est d'abord toujours première étape quand on perd. Après, on pense à quelle est l'intention positive. Puisque, voilà. Donc, c'est pareil, hein, quand on parle de rôle, c'est aussi comme si la personne avait un masque. C'est justement pour prendre du recul sur la personne et se dire non, non, ce n'est pas elle, c'est le rôle qu'elle a pris. D'accord. Donc, c'est pour ça. Si vous arrivez à imaginer quelle pourrait être l'intention positive dans ce rôle de sauveur, je vous laisse un petit peu chercher, éventuellement. J'aime bien quand on essaye de trouver un petit peu par eux-mêmes. Oui, oui, c'est quoi le rôle positif d'ailleurs, effectivement, l'intention positive de quelqu'un qui veut vous sauver, entre guillemets. Exactement. Oui, effectivement, Amélie, c'est tout à fait l'importance de ne pas juger les personnes. Mais là, en fait, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous faire cette minute, c'est vous prendre conscience que prendre de la hauteur, en fait, limite se mettre au-dessus de nous et regarder la scène, en fait, regarder la scène qui se joue entre vous et la cliente. Vous mettez comme si comment je cherche le mot, je trouve pas. Ouais. Je sais ce que tu veux dire, je trouve pas bien. Oui, voilà, vous enlevez de votre corps, vous vous désolidarisez de votre corps, vous vous mettez en hauteur, voilà, c'est un peu votre âme qui sort de votre corps, on va le faire comme ça, et vous regardez la scène et c'est dire c'est quoi le rôle et est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette pièce de théâtre finalement. Ça, c'est hyper important. C'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Du coup, je propose de donner la solution. Tu as valoriser sa propre vie, un besoin de reconnaissance, juste être gentil ou prendre prendre du recul, ça je pense que c'est... Non, justement, le côté juste être gentil, effectivement, c'est en fait, ça va être la phrase, ce serait « moi, je ne demande qu'à t'aider ». D'accord. En gros, c'est ça. Et effectivement, la personne, du coup, en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est lui dire merci, en fait, pour l'aide proposée. Ça paraît assez contre-intuitif. J'ai pas envie qu'elle m'aide et je vais lui dire merci. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un truc comme ça. Mais si, c'est important de lui dire merci. Merci pour l'aide que tu me proposes. Alors là, j'ai prévu de faire ça et tout. Je te solliciterai si j'ai besoin d'aide. Évidemment, je reviendrai vers toi si j'en ai besoin. Mais tu vois, justement, pouvoir recadrer, en fait, c'est souvent d'ailleurs la même chose. Hein, chaque fois, c'est recadrer. Et voilà, dire que c'est gentil de vouloir aider. Là, j'en ai pas besoin, là, tout de suite. D'accord. Bien recadrer, mettre ses limites. Alors, Myriam dit, lui demander pourquoi elle pense comme ça. Alors, tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que tu vas préciser ma réponse. C'est, en fait, la personne, elle n'est pas dans cette conscience de ce qu'elle fait. Là, on est en train de vous donner des belles lunettes pour comprendre, en fait, les relations. Alors, bien évidemment, en neuro, tu fais beaucoup plus de cours développés là-dessus, mais là, on vous montre, et donc, une personne qui agit dans le rôle de sauveuse, dans le rôle de victime ou de persécuteur, elle ne se voit pas faire. Donc, en fait, elle est dans l'action. C'est un petit peu comme vous, quand vous courez dans votre quotidien, vous ne vous voyez pas agir.
C'est quand vous prenez du recul que vous faites ça. Là, cette ZMIP, on est en train de vous donner des lunettes pour vous faire prendre de la hauteur. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur… parce que je pense que demander pourquoi elle pense comme ça n'a pas de conséquences. Non, Si je peux me mais je permettre, pense. Ouais. la personne qui essaie d'être gentille, d'être persécutrice, d'être ce que tu veux, de jouer le rôle que tu veux, elle ne pense pas jouer un rôle, elle est juste naturelle, c'est totalement inconscient. Donc lui demander, mais pourquoi vous faites ça? Elle fait, parce que c'est comme ça. Exactement. C'est pour ça, je pense que ça ferait même peut-être l'effet inverse. Enfin, il y a des cas où on peut aller jusqu'à confronter la personne quand elle joue le rôle, parce qu'en fait, il y a des techniques de communication pour dévier. Et si par contre la personne insiste et devient lourde, là, on va la mettre face à ce rôle. Et après, à voir si elle en prend conscience ou pas. Après, parce qu'il y a des joueurs, des manipulateurs réels, d'accord? Donc ça, c'est autre chose. Mais là, ce n'est pas le niveau, là, d'accord? Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment dans les… En fait, ça s'appelle des jeux psychologiques, hein, quand on est dans le triangle de Karpman. Et tout le monde fait des jeux psychologiques avec tout le monde. On en fait même… D'ailleurs, un truc dont on n'a pas parlé, on n'a pas besoin d'être 3, en fait, hein, pour être dans le triangle de Karpman. On peut être à 2, on peut être à plus, on peut même être tout seul. Oui. C'est que ça surprend. Mais on est capable. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est n'importe quoi. Là, on est en persécuteur. Ah oui, mais oh, putain, ça n'avait pas le choix. Puis après, le sauveur. Non, mais c'est normal. Machin. Tu vois, on est capable de se faire tout seul les 3 rôles. Donc, on est plusieurs dans notre tête. On est plusieurs dans notre tête. C'est ça. Alors, Myriam dit non, j'ai mal tourné ma phrase. C'est lui demander en quoi elle pourrait m'aider. Mais en fait, voilà. Alors, le problème, c'est que si tu fais ça, alors si tu as besoin d'aide, pourquoi pas, mais si tu fais ça, là, en fait, tu la confortes. Si tu lui poses la question en quoi tu pourrais m'aider, tu vas la conforter dans son rôle de sauveur. Ce n'est pas forcément l'objectif. Voilà. Après, si toi, tu as vraiment besoin d'aide, en fait, l'idée serait plutôt de toi négocier ce dont tu as besoin, plutôt que de lui demander ce qu'elle peut t'apporter. Je ne sais pas si tu vois la nuance entre les deux. Je pense qu'elle va l'avoir, mais c'est tout à fait ça. Là, on est en train de vous donner des situations où la cliente arrive et en fait, elle prend le lead sur vous dans votre institut en disant tu ferais mieux de faire comme ça. Oh, d'ailleurs, je t'ai réaménagé tes produits parce que l'étalage était mal rangé. Ou tiens, je t'ai plié tes serviettes parce que j'ai déjà vu faire. Hein, donc, je t'ai plié tes serviettes, en fait, et vous n'avez rien demandé, en fait. Là, on est sur des clientes comme ça, hein, en fait. Et vous, je ne sais pas, mais moi, personnellement, j'ai quelqu'un autour de moi qui fait des choses comme ça. Et personnellement, je suis profondément agacée quand elle fait ça. D'accord? Chez moi, ça monte un certain… Là, je pense que je pourrais plus facilement prendre le rôle de persécuteur, vous voyez, par exemple. C'est ça. Oui, Julien, ça sent le vécu. Je l'ai déjà c'est ça. Oui. Et en tant que bon sympathique agressif, ça a tendance à effectivement, comme toi, ça m'agace très clairement. Voilà. Et Aurélie demande, et quelle est la raison pour laquelle elle fait ça finalement? C'est quoi le besoin? Une envie d'aider, une envie de reconnaissance, en fait. Le besoin profond, c'est justement, elle a envie qu'on lui dise merci pour tout ce qu'elle fait, parce qu'elle a fait tant de sacrifices pour tout et tout le monde, qu'elle a besoin que de temps en temps, on le reconnaisse le fait que, mais merci pour tout ce que vous avez fait, c'est super. Et c'est le genre de personnes qui, quand elles vous demandent un service ou vous dites non parce que vous ne pouvez pas, etc., mais avec tout ce que j'ai fait pour toi. Exactement. Et là, elle change de rôle, et ça, c'est ce qu'on appelle un switch. En fait, elle était sur un rôle en particulier, et en fait, quand elle change comme ça s'appelle un switch. Et là, on est ce qu'on appelle le dindon de la farce. C'est ça. Et alors, on est non, mais c'est pas possible, c'est elle qui m'embête. Et maintenant, voilà. Et j'ai vu aussi le témoignage de Camille. C'est ma belle-mère qui donne plein de conseils sur comment gérer mon institut. Elle sait tout mieux que moi. Voilà, c'est exactement ça. Donc, elle a le rôle de sauveur. Et Eric dit arrêtez de parler de sa mère parce que sa mère est comme ça aussi. Et donc voilà, elle n'est pas censée venir chez nous à l'improviste parce que Eric met des limites là-dessus. Voilà, parce que le rôle de sauveur a tendance à l'énerver très fortement. Je comprends. Voilà. Donc, et du coup, parler d'un switch, d'une sauveuse qui, en fait, quand elle switch, elle va devenir
prendre le rôle de persécuteur. Et justement, on va parler des clients plus difficiles. Les clientes un peu plus difficiles qui vont prendre ce fameux rôle de persécuteur. Alors, eh bien, même derrière ce rôle, il y a quelque chose, une intention positive. Alors, je sais, là, comme ça, on peut se dire, mais quoi? Franchement, quelle intention peut être derrière un rôle pareil? On va leur demander si, est-ce que vous voyez l'intention positive du persécuteur qui dit, ah, mais t'as pas fait ça, ah, mais vous pourriez faire mieux que ça, etc. Est-ce que vous projetez-vous dans ces clientes-là que vous avez listées au début de la SNIP, voilà. Alors, ça nous aider à nous affirmer. Ouais, mais c'est pas faux en fait, Camille, c'est ça. Effectivement, c'est une façon de nous obliger à nous affirmer. Et effectivement, ça nous oblige à aller un petit peu plus loin, tout à fait. Elle donne finalement un droit de réponse, donc une forme de confiance peut-être. Non, je suis pas sûre. Non, alors. C'est presque pas loin. En fait, la personne, quand elle est dans ce rôle-là, de persécuteur, c'est parce qu'elle a quelque chose d'important à dire et qu'elle a besoin d'être écoutée. Elle a envie d'être écoutée. Alors, donc, comme ça, maintenant, vous saurez, à chaque fois que vous avez quelqu'un d'agressif en face de vous, en fait, c'est parce que la personne a besoin d'être écoutée. C'est un besoin fondamental, en fait. Et c'est assez surprenant, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Mais c'est le moyen que la personne a trouvé pour se faire entendre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, le truc le plus contre-intuitif de tous, c'est en gros bienvenue. 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 Intéressant. Ah, n'est-ce pas? C'est OK, je t'écoute. Par contre, on va poser des conditions. Je vois que tu as quelque chose d'important à me dire. Vous, c'est peut-être une cliente. Vous avez quelque chose d'important à me dire. Je vais juste poser le cadre. On ne parle pas sur ce ton. On parle avec courtoisie. Tu vois, chacun trouve ses propres termes. Et voilà, et on met le cadre. Après, généralement, le fait de faire ça, le fait de dire à la personne, OK, je vous écoute, mais on met le cadre, ça va calmer les choses. Et Aurélie dit, tu es casse-pied, et je t'aime. Il y a des private jokes entre vous, c'est ça? Non, elle dit, la persécutrice, on va lui répondre, tu es casse-pied, mais je t'aime. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas sûre que ce soit le truc qui marche le mieux non plus, parce que quand vous dites tu es casse-pied à l'autre, vous êtes aussi dans le rôle de persécuteur, en fait. Voilà. Donc, on y va facilement sans s'en rendre compte, en vrai, aussi. Hein. En fait, oui. Non, en disant que tu es casse-pied, on essaie de le sauver. Vas-y, Eric. On essaie de sauver la personne en lui disant qu'elle est casse-pied. Ah oui, c'est vrai tu peux être aussi sur le rôle de sauveur. Voilà, l'intention est positive. Vous voyez, avec Eric, quand il traite quelqu'un de casse-pied, il a l'intention positive de l'aider. Donc, en fait, la cliente qui est persécutrice, qui nous donne des conseils, et dire tu devrais, parce que souvent elles utilisent aussi ce terme, hein, il faut faire, tu devrais. Alors, ça dépend du ton utilisé, parce que là, quand c'est les conseils, c'est plutôt rôle de sauveur. Ouais. Persécuteur, ça va être plutôt agressif dans le sens ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi. Alors, en fait, aussi, on fait toujours les trois rôles en même temps. Donc, justement, en réalité, quelqu'un, tu vois, comme ça, tu me permets de poser ça aussi. Quand on fait quelqu'un qui est dans le rôle de persécuteur, comme il est agressif, on voit le rôle de persécuteur, mais à l'intérieur, il a aussi l'intention de sauver et il est aussi une victime, dans le sens. Il veut sauver parce que, il persécute en disant là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et en même temps, à l'intérieur, il veut te sauver, en fait, parce qu'il voudrait que tu fasses bien. Et en même temps, il est victime parce qu'il a peur que les choses ne soient pas bien faites. D'accord? Donc, c'est pareil. En réalité, il fait les deux en même temps. Et que tu ne l'écoutes pas et que tu ne fasses pas les choses comme il faut. Et ça, c'est vraiment important, c'est de comprendre que donc, quelqu'un qui dit ah ben, tu ne fais pas bien les choses, tu devrais faire autrement, agressivement. OK. Et donc là, vous respirez. On respire, les filles. Là, on souffle et on fait un bon soufflier pour travailler son nerf vague et pour se dire oh, je me détends, je ne lui rentre pas dedans, d'accord? Parce que souvent, on a envie de lui rentrer dedans, surtout quand c'est une cliente qui est OK, je vous écoute. Quel est le conseil que vous voulez me donner? Voilà. Et c'est un petit peu ce que tu disais. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut partir. Myriam nous dit le problème de reconnaissance remonte à l'enfance. Malheureusement, le métier de parent est le métier le plus difficile et l'importance des adultes à l'école également. En fait, on récolte les pots de cassés. Oui, c'est vrai. il y a des choses comme ça. Après, ça dépend. J'ai envie de te dire que notre
passé ne définit pas qui on est aujourd'hui, ni ce qu'on sera demain, même si évidemment certaines de nos réactions sont dues à ce qui s'est passé dans le passé. Clairement, moi, je me suis rendu compte seulement il y a 10 ans que j'étais dans ce fameux triangle de Karpman et j'y étais depuis toute petite avec mes parents. Je ne savais pas faire autre chose que jouer, donc il m'a fallu du temps, mais ça n'empêche pas de pouvoir en sortir et de pouvoir corriger des événements du passé, enfin corriger. Vivre avec certaines choses du passé. Ce n'est pas le passé qui nous définit. Exactement, c'est pas le passé qui nous définit parce que si tu ne te définis que par ton passé, Myriam, alors je rebondis sur Myriam, mais ça peut être valable pour tout le monde, ça voudrait dire qu'on ne change jamais et qu'on ne peut pas évoluer et qu'on ne peut pas créer la vie qui nous inspire. Et ça, très clairement, le coaching, enfin tout ce qu'on a vu dans la neuroesthétique et tout ce que c'est vrai, et les neurosciences nous ont montré que notre passé ne nous définit pas, ne font pas notre identité, alors va faire nos comportements à l'instant T, mais si on choisit d'évoluer, de travailler dessus, de travailler son développement personnel, on peut se créer une autre vie et du coup, notre passé ne nous définit pas. Ça, c'est un choix personnel et là, on sort du coup de la victime. Parce que quand tu dis le passé, on récolte les pots cassés, alors je rebondis sur ta phrase, mais c'est peut-être pas ça que tu as voulu dire, mais on récolte les pots passés et on peut rien y faire, et ben en fait là on se met dans ce rôle, on reprend le rôle de victime en fait. Tout à fait, c'est ça, exactement. Donc, et Aurélie dit, et celle qui dit, toutes vos machines là, ça marche pas, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Elle remet en question nos capacités, elle me gonfle celle-là. Là, effectivement, elle sera plutôt dans le rôle de persécuteur, donc elle a quelque chose à dire, et du coup, peut-être l'écouter. Là, après, il faut voir, c'est un cas particulier, il faut voir les autres phrases, les autres comportements, mais globalement, là, je pense qu'elle est plutôt dans le rôle de persécuteur, donc elle a quelque chose d'important à dire. Donc, en fait, Aurélie, là, ce que tu peux rebondir, c'est « Ah bon, toutes les machines ne marchent pas, j'ai déjà essayé ». Alors, je l'ai déjà eu, je l'ai déjà vécu. Il y a une dame qui est venue, je faisais une animation et elle arrivait avec sa sœur qui voulait essayer. « Oui, ça ne marche pas, la minceur, moi, j'ai tout essayé. » Ah bon, vous avez tout essayé? Pouvez-vous me dire ce que vous avez essayé pour que je comprenne ce qui n'a pas marché? Et au final, elle avait fait une séance d'un appareil. Et donc, en fait, le fait de l'écouter, en fait, elle s'est dégonflée comme un ballot de baudruche parce qu'en fait, elle n'avait pas… et puis, comme je lui ai donné l'espace pour s'exprimer… Exactement, elle avait besoin d'être écoutée. Exactement, tu vois, c'est ça. Ah oui, Aurélie, elle a des sacrées clientes là. Mais l'année prochaine, ces clientes, elles vont être retournées parce que là, Aurélie, elle va avoir toutes les clés, tous les outils en euros et ça va la retourner. Camille te dit, la cliente qui négocie constamment, gagner du temps de soins, avoir des réductions, des cadeaux, avoir un soin gratuit, genre épilation des sourcils, négocier, elle est dans quel comportement? Intéressant, là, je dirais pas que ce soit… Alors, peut-être qu'elle cherche à ce que tu la sauves avec ça. Ça dépend de la façon dont elle le fait. Mais par contre, là, c'est pareil, j'ai envie de te dire, c'est encore un… Je me permets de tutoyer. On tutoie, nous. Ok, d'accord. C'est pareil, là, c'est une question d'affirmation. Toujours une question de posture et d'affirmation. Là, peut-être que… alors, j'en ai pas parlé, là, mais en fait, on parle des positions… de persécuteurs, sauveurs et victimes, sur cela. Et en fait, il y a celui qui a inventé ça, c'est Stephen Karpman, et il a appelé ça le triangle dramatique, mais en réalité, lui, ce qu'il voulait qu'on connaisse, c'est le triangle compassionnel, qui est l'autre versant. Et en fait, il appelle le partie positive, il appelle ça P+, où en fait, c'est notre capacité à nous affirmer. Et généralement, ça veut dire probablement que tu as développé cette partie P+, pour que cette cliente n'abuse pas de ta gentillesse, peut-être, par exemple. En fait, souvent, quand vous êtes dans le rôle de sauveuse, les filles, justement, vous allez attirer des personnes qui vont vous solliciter, c'est-à-dire toujours plus de rendez-vous, toujours plus de disponibilité, toujours plus de remises, de cadeaux. Pourquoi? Parce que quand on est dans une posture de sauveuse, et là je parle de vous, de vos comportements, alors ce sont des comportements inconscients. Tant qu'on n'a pas analysé, qu'on n'a pas fait ce travail de chausser les bonnes lunettes, vous n'êtes pas dedans. Et c'est-à-dire que quand vous êtes dans ce comportement de sauveuse, bien évidemment,
je disais, l'univers est taquin, il vous teste, il va se dire, est-ce qu'elle va encore flancher et aller dans le comportement de sauveuse en donnant encore plus de sa personne et pour dire, et après vous tombez dans la victime en disant le rôle de Ce victime, que en j'ai disant, fait. oh, il me demande toujours plus, voilà, je suis victime des gens qui sont mal intentionnés, qui profitent de moi, et là vous passez sur le rôle de victime. Je pense que c'est plus joue. Et je pense que c'est plus ça qu'il joue, enfin, de ce que je lis. Et je crois qu'Éric veut nous parler. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Myriam un tout petit peu plus haut. Là, Mhm. c'est une pépite, comme diraient d'autres personnes. C'est pas donné à tout le monde de changer, il faut être conscient de cet état. Et c'est exactement ce que vous disiez au début, donner des conseils à des gens qui ne sont pas conscients, qui ne se rendent pas compte de la souffrance de ce qui ne va pas en eux, ça ne servira à rien. C'est donner la confiture au cochon, redit mon grand-père. La confiance Et, dans le cochon, oui. donc, voilà. Donc, il faut que la personne en face soit consciente que ça ne va pas et qu'elle ait envie de bouger. Et donc, après, elle finit. Heureusement qu'il y a des coachs, oui, mais les coachs ne peuvent aider que si la personne est en demande. Moi, je Et n'accepte pas tout le monde. Hein. Une des premières questions, c'est que je vois, justement, je demande à la personne si elle est responsable. Parce que, par exemple, oui, la communication avec mon mari, ça se passe pas bien. Et ben, OK, quelle est votre capacité à changer les choses? Ou est-ce que vous êtes responsable de quelque chose? Si la personne dit oui, effectivement, je peux changer quelque chose, je vais pouvoir l'aider. Si elle pense pas, non, là, c'est toute sa faute, ben, moi, je ne peux pas vous aider, en fait. En Quelle est fait, le coach, la neuroesthéticienne ne peuvent aider que ceux qui prennent la responsabilité de leur vie. Nous, on parle, Catel et moi, et puis les autres profs dans l'école de neuroesthétique, c'est quelle est la responsabilité que vous avez sur votre vie, c'est-à-dire si vous dites, ah oui, mais c'est les autres qui font mal, ou je suis victime de la... Mais même quand vous dites le discours, oh, la conjoncture, c'est dur, il n'y a pas de clients, il n'y a est... pas d'argent. Tu vois ça, en fait, quand on dit la conjoncture, c'est en fait, la conjoncture prend le rôle de persécuteur, en fait. On est Exactement. dans le rôle de victime, parce qu'effectivement, ça peut être aussi des choses abstraites. Donc, ouais. Donc ça, c'est vraiment, et prendre, dire, je suis responsable de ma vie et il y a des choses sur lesquelles j'ai le pouvoir, que je vais pouvoir agir. Et donc, je prends la responsabilité de faire des actions qui va peut-être changer. Alors, des fois, comme dit Thich Nhat Hanh, l'action est posée, mais le résultat ne nous appartient pas. Mais c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Il y a une question de péril et donc il faut fixer nos limites avec ces clientes-là pour que ça s'arrête. Tout à fait. Bah, tu vois, c'est un truc que je fais faire à pas mal d'esthéticiennes avec justement qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Bah, j'accepte un retard de 5 minutes, mais pas de 30 minutes. J'accepte de prendre un rendez-vous plus tard jusqu'à 2 jours avant, mais peut-être pas 5 minutes avant. Voilà. En gros, alors, ça marche dans tous les domaines, hein, mais au niveau de votre institut, bah, peut-être justement faire une sorte de, de règle pour vous-même de ce que vous acceptez ou pas, quoi. Mais Oui, pardon. J'ai une question du coup, parce que je suis un peu esthéticienne des fois de temps en temps. Enfin, j'essaye. Euh, mais dire à une cliente, non, mais là, vous avez plus de 5 minutes de retard, c'est pas possible parce qu'après, elle va vouloir partir. Donc, comment on peut faire pour oser dire ça à sa Alors, cliente? ouais, bah, du coup, ça veut dire, bon, alors cette fois-là, C'est je bon, les vous filles, j'ai bien accepte. joué Cette esthéticienne ou fois-là, je pas? vous accepte, mais sachez qu'une prochaine fois, au-delà de 5 minutes ou 10 minutes, c'est à vous de voir combien vous acceptez. Je ne vous accepterai pas. Et je te promets que j'ai accompagné plusieurs personnes sur ça. Ça a été un peu difficile pour elles au début, parce que quand on n'a pas l'habitude de poser ses limites, ça peut être un peu difficile au début. Mais en fait, elles ont fait l'exercice, elles se sont rendues compte qu'elles avaient au contraire des clientes qui prenaient des rendez-vous à l'avance, qui étaient à l'heure et tout ça. Et celles qui n'étaient pas contentes de ça, oui, c'est vrai, peut-être que parfois elles les ont perdues, mais est-ce que ce sont vraiment de bonnes clientes? Et j'ai envie de dire, excuse-moi ma chérie, après, je me tais, après je redisparais. J'ai envie de dire, si tu me permets, Catel, ta réponse est juste parfaite. Il y a un petit biais cognitif qui arrive derrière par rapport à ma question, c'est que les personnes que tu as aidées étaient toutes conscientes qu'elles avaient envie d'avancer. Tout à fait. Et celles qui se posent la question, ah, mais c'est pas possible, mes clientes, elles arrivent avec 10 minutes de retard. Ah ben Si là, elles ne c'est sont qu'elles sont pas dans dans le leur rôle de retard, victime et qu'elles ne cherchent pas à faire évoluer les choses et qu'elles ne prennent pas conscience du fait que c'est leur propre posture qu'il faut changer pour que la relation avec les autres change.
Mais en fait, Comment on fait pour travailler ça? Là, j'ai disparu. c'est ce que dit Amélie. Je m'aperçois avec la sauveuse au travail sans arrêt. Du coup, je rentre et je suis la victime je fais la victime. Tu prends le rôle de victime plutôt que je suis victime avec mon mari, le pauvre. Donc, du coup, voilà, cette SMIP, ça vous a peut-être permis, dites-nous dans le chat, mais je Prise de pense conscience. c'est cette prise de conscience qui va faire. Et moi, personnellement, alors tous celles qui savent, qui font des formations avec moi, savent que l'heure est comment dire, une valeur primordiale, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, personnellement, même dans mon institut, quand la cliente avait 5 à 10 minutes de retard, je faisais ce que tu disais, c'est-à-dire, bon, je vous prends exceptionnellement, mais au-delà d'un quart d'heure, même si c'était une prestation d'1h30, je rebookais un rendez-vous, même si je perdais 1 heure de travail. Pourquoi? Parce que pour moi, la valeur, la limite que je m'imposais, je ne supporte pas quelqu'un qui est en retard. D'ailleurs, tout le monde sait que je commence mes cours hyper à l'heure. Et d'ailleurs, quand je fais des supervisions et qu'il n'y a personne de connecté, à écart, je me casse et je ferme la supervision. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est hyper important, l'heure, et ça fait partie des règles de limite que je ne sais pas. Alors, je travaille dessus. Hein, je sais que je suis un peu psychopathe là-dessus, mais je travaille dessus, j'avoue. Oui, elle travaille là-dessus. Petit besoin de structuration du temps, peut-être. Non, c'est pas un petit, c'est un énorme Oui, structuration du temps. Mais effectivement, on va parler d'éduquer ses clients. Exactement. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire justement. Et donc voilà, donc ce qu'on voulait aussi donner dans cette SMIP, c'était de vous expliquer ce qui se passe dans ces différents rôles pour que vous appreniez à gérer, parce qu'en fait, la difficulté des clients, c'est pas des clients chiants ou difficiles, c'est simplement qu'elles prennent le masque, comme tu disais, d'un rôle que vous ne savez pas gérer. La difficulté, elle est dans la gestion de la cliente. Hein. C'est ça, hein? Tout à fait, exactement. C'est dans la gestion. Je lisais la question, du coup, pour éduquer une personne, il faut avoir l'attitude qui va avec. C'est quelque chose qui se travaille et effectivement, c'est pas parce que vous l'apprenez là que vous allez pouvoir changer du jour au lendemain. C'est des choses qui, soit il faut se faire accompagner, soit se faire former, ça dépend. Et évidemment, c'est pas en un webinaire d'1 heure que ça y est, vous n'aurez plus de problème. Par contre, je pense que vous en aurez conscience et c'est déjà un bon premier pas. Ben, comme tu disais, le premier pas pour travailler dessus, c'est de prendre conscience des différents rôles. Je crois que là, on a bien. Voilà, je pense que la première étape, elle est faite en tout cas. Enfin, Je vous dites-nous. le souhaite. Je ne sais pas, est-ce que justement vous avez l'impression d'avoir appris des choses et d'avoir pris conscience de ce que vous faites ou de ce à quoi vous êtes sensible chez les autres avec cette SMIP? Ouais, ça c'est vivement la neuro. Effectivement, Aurélie. Bah, du coup, effectivement, donc vous avez vu que c'est aussi ça fait partie en fait du travail de la neuroesthéticienne. Bien évidemment, le cursus va ouvrir au mois de novembre, le 1er novembre, mais on est déjà en préinscription et il y a déjà des personnes qui sont inscrites. Du coup, effectivement, pour celles qui veulent aller plus loin, parce que comme tu l'as dit, 1 heure, c'est largement pas suffisant pour apprendre à gérer les comportements. Mon chéri, on met peut-être, on peut mettre un call si vous voulez avoir des renseignements sur la neuro. Catel ou moi, d'ailleurs, on est là aussi pour vous renseigner. Si vous voulez un call pour qu'on en discute, pour savoir si vous avez envie d'apprendre justement à coacher et à prendre cette posture en fait de neuroesthéticienne et puis de prendre le pas sur sa vie, en fait, la responsabilité de sa vie et de changer, n'hésitez pas effectivement à venir. Tiens, tu vois, il y a Gaëlle, ça change la vie. Et puis Hélène Eliard, allez-y, c'est génial. Tu veux rajouter quoi pour… Alors, je voudrais répondre à une question de Sarah. c'est pas Qui dit, ça fait, enfin, c'est pas une question, mais ça fait 18 ans que je m'y attelle, mais ça marche pas toujours. Alors, ça marche pas toujours, on est d'accord, c'est pas parce que qu'on a des outils qu'on s'en sert. Après, c'est pareil, un outil, quel qu'il soit, de communication, il faut pas s'attendre à un effet baguette magique, genre j'ai appris, tac, je sais tout de suite. Je dirais plutôt que c'est un peu comme un marathon, c'est une question d'entraînement.
Et c'est pas parce qu'on échoue qu'on tombe, un peu comme un bébé, tu sais, quand il apprend à marcher, s'il s'arrêtait dès les 2, 3, 4, 5 premières fois où il a appris à marcher, ben, il ne saurait pas marcher. Donc oui, il faut échouer souvent avant de savoir pouvoir l'utiliser. Et c'est ça parfois la difficulté avec ces outils-là, c'est d'accepter de continuer à être persévérante dans l'utilisation pour voir petit à petit les effets. Est-ce que vous savez combien de fois un bébé tombe en moyenne avant d'apprendre à marcher? Ça, c'est la bonne chose. Est-ce que vous le savez? En principe, il tombe à peu près 2000 fois. Et si le bébé, au bout de la troisième fois, il fait « Ah, je ne sais pas, je ne vais pas marcher », eh ben, il ne marcherait jamais. Il chute 2000 fois en moyenne. Hein. Donc, c'est une moyenne que les… J'aime bien les scientifiques, ils calculent toujours des trucs quand même. Oui, c'est vrai que ça se voilà. Et donc, c'est vrai que d'apprendre, on apprend, on pratique, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Je mets en action ce que j'apprends, les exercices, les outils. Exactement. Je chute, oh merde, je suis encore tombée dans mon rôle de sauveuse ou de persécutrice ou de… voilà. Et j'ai encore fait mon petit caliméro. OK, et on remet les choses. Et je voudrais rebondir sur ton exemple, et même ce pauvre petit bébé qui se voûte comme une salle de 1000 fois, si un gentil sauveur vient l'aider pour l'empêcher de tomber, il n'apprendra jamais à marcher. Exactement. Et vous êtes cette personne qui est autour de ce bébé, vous, esthéticienne, donc quand vous prenez ce rôle de sauveur, vous empêchez votre client d'évoluer. Oui, si, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être important et de savoir apprendre de ses erreurs, tout à fait. Je ne sais plus, c'était Hélène Lacroix qui disait ça. C'est important de savoir apprendre de ses erreurs parce que c'est vrai que par exemple, quand on utilise une phrase, là, un peu comme je disais tout à l'heure, mais qu'on l'utilise avec un mauvais ton, par exemple, mais qu'on ne se dit pas, tiens, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, mais sans être non plus dans le genre, ça n'a pas marché, je suis nulle, tout ça, hein, non plus, l'autoflagellation, on arrête, mais plutôt dans le sens analyse. Alors ça n'a pas marché, ah ouais, j'ai peut-être utilisé ce ton, c'était peut-être pas au bon moment, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé pour expliquer ce qui n'a pas marché. L'analyse est hyper importante et ça, c'est ce qu'on apprend aussi effectivement à faire dans l'école de neuroesthétique. C'est ça, c'est cette analyse de apprendre à s'auto-analyser, effectivement, qui est important à prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment faire. Et oui, on a tendance à le faire avec nos enfants. Et quand on passe par la case coaching, Catel? Oui, bah moi, je l'ai beaucoup fait aussi. Hein. C'est là qu'on se rend compte que, quand on a des grands-enfants, on n'a pas fait les choses correctement, enfin, de la meilleure façon qui soit, mais c'est toujours la façon la plus juste à l'instant T parce qu'on avait les connaissances qu'on avait. Et c'est OK. Et donc, arrêtons de jouer le rôle du persécuteur en disant on est mauvais, on ne fait pas bien. Non, on est bienveillante avec soi-même et on apprend à évoluer effectivement. Donc, c'est ça aussi, tous ces outils qu'on a appris et que tu as appris, c'est aussi d'apprendre comment dire, éduquer. On peut éduquer, on peut transformer la vie des gens, mais aussi au départ la vie de soi-même. Hein. Je crois que c'est une transformation totale. Je crois que d'ailleurs, toutes celles qui ont participé dans l'école, elles ont toutes évolué et tout été transformé. Oui. Eric. Plus qu'éduquer, j'ai un terme que tu adores et je crois que ce serait super bien. Ça apprend à co-réguler la personne à partir de son attitude à soi. On co-régule la personne en face de soi en douceur, sans fouet. Voilà, on n'est pas obligé d'éduquer violemment. Oui, mais alors co-réguler, ça demande une explication et qu'on n'a pas le temps parce que je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ouais, c'est passé vite. Mais ça passe super vite, les SMIC, ça passe toujours trop court. D'ailleurs, Hélène dit, la neuro m'a fait grandir avec ma fille et puis Julia et Hélène confirment qu'effectivement, ça a changé les choses. Catel, avant de te donner le mot de la fin, je vais annoncer le sujet de la SMIP du mois prochain, qui va être les secrets pour se démarquer de la concurrence. On va continuer sur comment prendre de l'ampleur dans notre centre d'esthétique. Donc, pour toutes celles que ça intéresse, on abordera les choses qu'on peut mettre en place pour se démarquer de ses consoeurs pour devenir une autre esthéticienne qui n'est plus traditionnelle. Du coup,
j'ai envie de te laisser le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure parce que je pense qu'elles ont pris énormément conscience de choses grâce à toi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh ben, écoute, déjà, toi, je te remercie pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir fait cette MIP avec toi. C'est la première fois qu'on en fait une comme ça et c'était très sympa. J'ai adoré aussi l'interaction, même si on ne parlait pas avec elle. Sympa de voir le chat comme ça, les gens qui parlent. Donc, très intéressant. J'espère que vous repartez avec déjà des clés et quelques clés. Donc, voilà, je serais ravie de vous voir justement à l'école de neuroesthétique une prochainement, peut-être. On mettra le lien sur nos agendas si elles veulent discuter un peu plus avec nous pour ce mois-ci, effectivement. Mais oui, là, ça leur plaît. Tout le monde te remercie. Et puis, maintenant, c'est bien de nous écouter, mais c'est la pratique qui va faire que vous allez changer les choses. L'action. L'action, c'est ça. Il faut passer à l'action maintenant. Eh ben, on vous souhaite une très, très belle soirée, les filles. Bonne soirée. À très vite, au mois prochain. Donc, on verra, voilà, pour se démarquer, les secrets pour se démarquer. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Et puis merci à toi, Catel. On te retrouve soit dans les cours pour celles qui te suivent, soit très, très vite. Donc là, ils nous disent tous merci. Merci, merci. Merci.